pu exprimer leurs propositions sur les notions de citoyenneté et d'écologie au député La République En Marche du Val d'Oise, Aurélien Taché. Parmi les suggestions, c'est de revaloriser l'éducation morale et civique. Cette matière des enseignements par un professeur d'histoire-géographie est souvent laissée à l'abandon par l'éducation nationale. Les étudiants souhaitent également un apprentissage plus concret et une lutte renforcée contre le harcèlement, ainsi que la responsabilisation des élèves au développement durable. Une partie des 1330 logements des quartiers Ampère et Grande-Borne de Goussainville, toujours privés de chauffage et d'eau chaude hier. Cela dure depuis une panne générale survenue samedi dernier en cause d'un taux d'alimentation en vapeur du réseau. L'exploitant du chauffage urbain d'Alia affirme que la pièce nécessaire à la réparation n'est arrivée que mardi. La situation devrait revenir à la normale aujourd'hui, mais selon certains habitants, ce n'est pas la première fois qu'une telle panne se produit et vient s'ajouter à de nombreux autres dysfonctionnements, notamment des problèmes d'interphone ou d'ouverture des portes d'entrée. Des masterclass organisés par la ville de Sarcelles pour les collégiens de la ville, en collaboration avec l'association Les Entretiens de l'Excellence. Chaque collège de la ville a sélectionné ses 10 élèves les plus motivés pour y participer. L'objectif, aider les jeunes à avoir confiance en eux. À travers la rencontre de plusieurs personnalités, ils découvrent des parcours et des métiers qui peuvent les aider à définir leur projet professionnel. Au total, 3 masterclass seront organisés, notamment avec la comédienne Ki Yoon Kim, qui a eu lieu hier. Le meeting féminin du Val d'Oise, c'était mardi soir au CD Face à Aubonne. 1200 spectateurs ont pu assister à cette compétition 100% féminine, rassemblant 90 participants sur 8 épreuves. Et de haute performance à la clé, la Jamaïcaine Ramona Burchell remporte la mètres en 7 secondes 29 centièmes aux 400 mètres de l'eau. Une féminité, Tiana Ménic termine sous les 53 secondes. Et les Françaises étaient elles aussi bien présentes. 3 d'entre elles sont montées sur le podium. Nicolas Berger pour le 3000 mètres et Guillaume Romarin pour le saut à la perche termine 3e. Et la meilleure performance revient à Cynthia Anaïs qui remporte l'argent aux 800 mètres à moins de 7 dixièmes de la gagnante, l'américaine Gabrielle Verret. Et enfin, la forêt de Montmorency peut désormais se visiter autrement. L'office de tourisme de la communauté d'agglomération Plaine Vallée va bientôt proposer une application mobile gratuite. Celle-ci permettra d'apprendre l'histoire et les anecdotes de ce massif forestier afin de mieux connaître ses particularités. Ce type de visite se fait déjà dans la collégiale de Montmorency. Cette fois, le principe serait de proposer des balades en forêt guidées par le son de la diffusion de casque audio. Le visiteur pourra déambuler et écouter de la musique, les bruits historiques et découvrir les animaux minéraux présents dans la forêt. L'application pourra par exemple simuler le passage des animaux et sera disponible au cours du printemps. Merci Alexis Duvauchel. À tout à l'heure midi 15 pour un nouveau flash valdoisien. Jeudi 14 février. N'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin et j'en profite pour embrasser mon fils Livio et ma copine Claire. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui ont des chéris de près ou de loin. Et puis si vous êtes seul, nous sommes là de toute façon 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La matinale referme ses portes. Maintenant, place à Florence pour l'émission de bar ou de l'économie. Bonne Saint-Valentin, Florence, c'était une très bonne émission. Ah, merci beaucoup, c'est vrai, j'y pensais plus. Elle nous a même pas souhaité. Bah non, mais c'est parce que moi, ça ce matin, il faut dire que j'ai eu au moins 3 appels entre les grippes, les choses, je sais pas quoi, la crevaison. Son téléphone portable n'a pas arrêté. Voilà, du coup, j'ai la Saint-Valentin, pouf. Il y a plein qui l'ont souhaité. Qui l'a souhaité? Qui te l'ont souhaité? Non. Il y en a plein qui l'ont souhaité à... Bon, bah alors on va faire comme d'hab, les infos du jour. Du coup. Il faut ouvrir les micros peut-être, non? Peut-être qu'il faut ouvrir les micros, oui, ça serait pas mal. Si tout le monde est d'accord. Alors je vais faire les infos du jour, j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez les commenter, je vais vous le proposer. Donc en tout cas je vais vous proposer, vous le savez, puisque je vous ai dit les infos d'hier. Attention, 3, 2, 1... Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien bonne Saint-Valentin, et bonne Saint-Valentin à tous mes invités d'aujourd'hui, et à vous tous auditeurs qui nous écoutez. Souhaitez ça, faites des gros bisous à votre compagne ou à votre compagnon, c'est important aujourd'hui, et en plus ce matin il va faire beau, nous a dit les météorologues. Voilà. En tout cas, on est content de vous retrouver avec Philippe à la technique. Bruno Vigoureux va arriver pour le conseil culinaire tout à l'heure vers 10h. Et puis, nous retrouverons bien sûr le conseil santé des entretiens médicaux d'Anguin avec Jean-Claude Durousseau. Mais aujourd'hui, nous allons parler à l'heure du grand débat national. Nous traiterons de formation et d'éducation, de prix des loyers, de retraite, bien sûr, avec mes invités du jour, que j'accueille tout de suite. Armand Paillet, bonjour.
Bonjour. Vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise en charge de l'égalité des chances et des actions éducatives depuis 2015. Vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Cergy depuis 11 ans et vous êtes installé après vos études à l'ESSEC car à l'origine vous venez de l'île de la Réunion. À vos côtés, eh bien, Michel Lechenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial de Se Loger. Louer dans un centre-ville coûte-t-il plus cher? C'est la question qu'on vous posera. 75%, j'ai vu, des Français travaillent dans le domaine tertiaire. Donc la France est devenue un pays de services. On vous posera la question si l'attractivité des métropoles est toujours aussi grande. À vos côtés, Philippe Sauvant, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un expert en droit des retraites, vous êtes un accompagnateur d'ailleurs de la retraite, vous faites des évaluations, vous êtes un observateur également des régimes sociaux, donc on a beaucoup de questions à vous poser, car depuis 35 ans, vous officiez dans ce domaine. Donc avec vous, si vous voulez bien, ma dernière question portera sur la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Et puis, bien sûr, notre start-up du jour, eh bien, c'est Caroline Pêchery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de ScanUp, une appli pour les consommateurs, une manière de réinventer la relation client, le dialogue justement entre marque et client. On va savoir tout avec vous, comment ça fonctionne bien sûr. Alors comme d'habitude, tout d'abord, c'est les infos du jour que l'on va sans doute commenter avec nos invités du jour. Eh bien, la première, c'est comment faire comprendre les métiers de la filière comptable, une filière qui recrute à des salaires importants. Eh bien, tout simplement, pourquoi pas par un tournoi? Il fallait y penser. C'est ce qu'a pensé la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles, qui a mis en place avec l'Académie de Versailles le tournoi Exige. Il récompense les meilleures présentations des étudiants dans 5 domaines: managérial, commercial, financier, gestion des ressources humaines et meilleure gestion de portefeuille boursier. Ce tournoi s'est déroulé hier. Bien sûr, nous y étions. Je vous propose d'écouter tout de suite Olivier Bouchery, le président de la compagnie des commissaires aux comptes. Olivier Bouchery, le président des commissaires aux comptes de l'Académie de Versailles. Olivier Bouchery, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui parce que c'est vous qui êtes l'initiateur d'ailleurs du tournoi des lycéens, le tournoi Exige. Alors c'est un tournoi qu'on organise pour la 12e année, partenariat avec le lycée Jean-Pierre Vernant, mais aussi avec le lycée Braque d'Argenteuil et le lycée de Versailles. L'objectif, c'est d'initier les jeunes lycéens à la gestion d'entreprise à partir d'un jeu. Donc il y a 8 équipes. On fait des équipes mixtes, ce n'est pas des équipes d'école, mais ils sont répartis. Chaque établissement donne deux membres aux équipes, c'est des équipes de 6. Et l'objectif, c'est de gérer une entreprise avec un certain nombre de paramètres qui sont les paramètres financiers, de production, de marketing, d'environnement, de satisfaction des salariés. Et donc ce tournoi se fait en 3 journées avec 10 rounds. Donc chaque round, il y a les résultats et puis il y a des décisions à prendre en matière d'investissement, fixation des salaires, de prix, de dépenses de publicité. Donc ils sont là, c'est très jeune, pour en même temps proposer pour chaque thème que vous avez retenu, pour les salaires, les montants des salaires. Ils fixent le montant des salaires. Donc ils font comme s'ils étaient entrepreneurs. Voilà. Alors, le point de départ du jeu, c'est qu'ils ont des objectifs. Donc ils choisissent d'avoir des objectifs en matière sociale, en matière de management, en matière commerciale, en matière financière. Et puis après, ils essaient de mettre en place une stratégie en fonction des objectifs qui se sont fixés. Et donc, à chacune des périodes, ils peuvent revoir les différents paramètres en fonction des résultats des autres entreprises. Donc, chaque tour fait apparaître un classement des entreprises, des résultats, comme si c'était des choix économiques réels. Alors, l'objectif pour la compagnie régionale d'accompagner ce genre de tournoi, c'est parce que la profession souffre d'une part d'une image qui n'est pas forcément très dynamique, et d'autre part, on a des problèmes de recrutement. Et donc, c'est intéressant de pouvoir participer avec ces lycées pour expliquer un peu la vie de l'entreprise. Et donc, l'apport de la compagnie régionale, c'est qu'on fait partie du jury. Donc, périodiquement, on les reçoit, ils nous expliquent les choix stratégiques et puis on essaie de les orienter pour essayer de corriger les erreurs qu'ils peuvent faire ou pour essayer d'anticiper les données du marché. Et puis, ça leur met un pied à l'étrier de l'entreprise, ils voient exactement le fonctionnement d'une entreprise. Alors, l'intérêt, c'est qu'ils ont des connaissances théoriques.
ils ont quelque part un certain nombre de pièces de puzzle, et là, ils ont une vue d'ensemble, finalement, de voir les implications entre la décision d'augmenter le prix, d'augmenter les dépenses de publicité, de devoir aller voir son banquier pour acheter une nouvelle usine. Enfin, c'est un peu, oui, dans un modèle un peu simplifié, ce qui se passe Vous voulez changer? J'en ai d'autres les acteurs économiques. Et donc ça leur permet de toucher du doigt des réalités. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qu'ils connaissent, mais ils ne savent pas vraiment comment ça s'applique dans l'entreprise. Et là, donc ça leur permet de voir les choses. Et puis cette dernière partie aujourd'hui, qui est la finale, donc ça, ce que vous avez pu assister tout à l'heure à les assemblées générales, c'est aussi un travail qu'on leur fait en matière de communication. Parce que c'est aussi quelque chose dont la profession souffre. C'est-à-dire que bien faire les choses, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut être aussi capable d'expliquer à son client les choses. Et donc la communication est un facteur important. Ils ont fait un choix dans la filière en réalité. Donc c'est une des parties de la filière comptable. Il y a une partie de la filière qui est dans les classes préparatoires des écoles. Bon, c'est moins prestigieux que les classes préparatoires des grandes écoles, mais ça prépare à un métier qui est assez intéressant. La filière, ça représente à peu près chaque année à peu près 10 000 jeunes qui rentrent dans le cursus après le bac, et qui aboutissent au terme d'un cursus qui prend entre 8 et 10 ans, diplôme d'expertise comptable, et là on a 1100 diplômés chaque année. Donc on a une sélection au fur et à mesure des années, mais il y a une sortie qui est possible au niveau licence au DCG, et une sortie aussi qui est possible au niveau Master 2 DSCG. Et après, au bout de ces 5 années, là après c'est vraiment un travail à temps complet, puisqu'on devient stagiaire dans un cabinet, avec un véritable CDI, et des rémunérations qui sont assez attractives aussi. Et donc on a besoin d'expliquer ça, parce que la profession a besoin de recruter, et donc on a besoin de faire valoir l'attrait de la profession. Et un tournant entre élèves, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire comprendre un petit peu comment ça se passe dans la vie réelle, en fait. Oui, il y a des éléments favorables, parce que aussi pour les enseignants, c'est aussi ce qui permet de motiver les élèves. Enfin, c'est la 12e année, donc ils savent comment ça se passe. Les anciens viennent dans les classes expliquer qu'il y a cette partie-là qui est intéressante. Ça les mobilise depuis le mois de janvier, et c'est intéressant. Alors vous avez choisi 3 établissements. Est-ce que vous allez en prendre plus dans les années futures? Est-ce que vous l'ouvrez à d'autres établissements? Alors on est en train de monter un deuxième tournoi parallèle sur une base un peu plus importante qui va s'appeler Winfirm, donc qui aura lieu à Saint-Cloud au mois de mars. Et puis l'ambition de la compagnie régionale, c'est de porter ça au niveau national. Merci beaucoup Olivier Boucherie. Alors nous en avons profité pour interroger 3 étudiants. Je vous propose d'écouter leurs réactions. Tout d'abord, on rejoint Kaotar, qui est en 3e année au lycée d'Argenteuil dans la filière DCG, après avoir fait un bac S. On peut la mettre plus fort en studio? Comment? Pour moi, puisque c'est la première fois que vous le faites. Personnellement, ça me permet, j'en avais déjà fait des jeux d'entreprise, notamment à l'école, mais en grand format, avec réellement des vrais commissaires aux comptes qui vont simplement nous donner des conseils. On a vu ce jeu, on est dans ce jeu, on a l'impression vraiment que c'est qu'un jeu, puis en fait on s'y prend, on a vraiment l'impression que c'est la réalité, et avoir des réels conseils, vraiment pour ma part, ça m'a apporté énormément de choses, et également notre vision. J'avais pas vraiment cette vision des choses, d'avoir en fait à maîtriser plusieurs éléments, plusieurs variables en même temps, et c'est quelque chose qui m'a vraiment enrichi. Qu'est-ce que vous appelez par variables? Quelles sont les variables, comme vous dites, qui vous ont un peu étonné, que vous n'aviez pas conscience? Tout simplement voir que s'occuper de l'intérêt des salariés, ça avait un impact sur la production, qui elle-même avait un impact sur la finance, qui elle-même derrière, ça faisait en fait un effet ricochet dont on n'avait pas forcément conscience si on pratiquait pas ce jeu en fait. Alors comment se passent les études que vous faites, la première et la deuxième année? Dites-moi un petit peu. Pour ma part, ça se passe très bien. C'est beaucoup d'implication, il faut vraiment se motiver, c'est du travail, de la rigueur, puis, et également une méthodologie. Et après, une fois qu'on a la méthodologie, honnêtement ça va. Donc ça n'est pas que des chiffres, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument pas, c'est également beaucoup de rédaction, beaucoup il y a de la technique, ça c'est certain, tout comme par exemple en contrôle de gestion, il y a de la technique, mais il y a également beaucoup de rédaction. Les chiffres, ça s'explique, et il faut bien sûr savoir rédiger, savoir réfléchir, savoir expliquer tout ce qu'on met sur le papier. Qu'est-ce que vous visez pour vous, pour votre avenir? L'expertise comptable, pourquoi pas faire un cabinet, ou encore m'associer, je sais pas encore, mais bien sûr construire quelque chose
d'un cabinet, de quelque chose de stable. Alors pour l'instant, vous faites vos études à temps plein, mais je sais qu'il y a des formations en alternance. Est-ce que vous visez l'alternance à terme? Puisque c'est long, 10 ans. Ah oui, dès l'année prochaine. Le DSCG, donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, je compte le faire en alternance. Vous allez vous mettre à rechercher des entreprises dans combien de temps? Dans très peu de temps, c'est-à-dire dans quelques jours, étant donné qu'on a reçu notre diplôme de premier semestre, à partir de là, on est censé rechercher des cabinets. Merci beaucoup. Merci. Nous voici donc, maintenant on a interviewé un second étudiant, on a interviewé Steve, étudiant en 3e année au lycée de Sèvres, toujours dans la filière bien sûr DCG. Lui il a fait un bac ES, puis un BTS compta gestion, et ensuite il s'est de nouveau réorienté vers la filière DCG. Écoutez. Ensuite, il y a eu des petits soucis. Steve, bonjour, vous avez fait un bac ES et vous avez choisi donc de faire ce diplôme qui mène à l'expertise comptable. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est une bonne question. Alors tout d'abord, j'ai fait un bac ES, comme vous l'avez dit, et par la suite, j'ai poursuivi sur un BTS pour commencer. Donc je n'avais pas choisi ces études-là. Dans quel domaine, le BTS? BTS comptabilité-gestion, toujours sur le domaine comptabilité-gestion. Je n'avais pas choisi ces études-là, ça m'a permis de comprendre, de voir tout ce domaine-là, qui m'a plutôt plu. C'est pourquoi j'ai choisi de poursuivre sur un DCG et pourquoi pas l'expertise comptable à terme. Voilà. Donc des études complexes où on a tendance à dire que c'est compliqué, c'est des chiffres, c'est difficile, la finance, le contrôle de gestion, la comptabilité. Mais j'ai pas du tout eu peur. Tout de suite, je suis rentré dedans, j'ai eu la motivation, les compétences, je les ai développées et puis ça m'a permis d'avoir des résultats tout à fait convenables tout au long de mes 2 années de DCG. Donc c'est moins difficile que ce qu'on s'imagine au départ? C'est difficile, mais si on a un investissement, du temps à donner, je pense que tout le monde peut y arriver. Alors qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce que vous avez retenu de ce tournoi Exige qui est fait entre plusieurs établissements d'Île-de-France? Pour ma part, j'avais déjà fait ce tournoi en 2e année. Donc en fait, nous n'avions pas du coup créé l'entreprise, mais par contre nous avions boursicoté, nous avions investi dans des actions et donc c'était déjà une première expérience de ce jeu Exige. Du coup, là, 3e année, possibilité donc de créer l'entreprise, d'avoir des domaines transversaux, de pouvoir vraiment utiliser toutes les compétences qu'on a acquises déjà depuis un certain nombre d'années. Ça fait déjà presque 4 ans que je fais des études, donc on a quand même emmagasiné pas mal de choses. Donc là, vous aviez choisi de créer quoi comme entreprise, dans quel domaine? Pour ma part, c'était une entreprise, donc on était tous sur le même marché, le marché du ventilateur, et nous, on a décidé de se placer sur le domaine du haut de gamme, voilà. Donc l'entreprise Auxière. Là, j'ai un peu les choses qui sont difficiles à dire parce que bon, c'est un peu fait saquer, donc c'est un peu difficile. Donc c'était difficile le jeu aujourd'hui, vous voulez dire? Oui, aujourd'hui c'est vrai que c'était. Ils n'ont pas été très gentils, les commissaires au compte. C'est normal qu'ils soient. Moi, j'aurais réagi de la même façon qu'eux. Donc bon, c'est vrai que quand on a des résultats pareils, c'est vrai que. Parce que vous n'aviez pas de bons résultats, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, oui, c'est ça. Et du coup, les actionnaires n'ont pas apprécié, en fait, c'est ça, les commissaires au compte. Bien sûr. Ils jouent le jeu des actionnaires. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je suis tout à fait conscient de ce qui s'est passé et puis je suis content d'avoir vécu cette expérience-là parce que j'aurais présenté ça dans un monde réel. Effectivement, j'aurais pris. Je me serais fait virer plus vite que ça. Pas sûr, parce que en fait, l'entreprise n'a peut-être pas fait de très bons résultats, mais si vous avez laissé de quoi investir pour perdurer dans le futur, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Mais bon, je tiens à dire que c'est vrai que c'est un jeu qui est très, très intéressant, très enrichissant. Et ça vaut le coup de l'avoir fait. Alors le futur pour vous dans vos études, qu'est-ce que vous visez? Vous visez également peut-être de l'alternance à terme? Oui, comme ma collègue, je vise plus tard le DSCG, donc en alternance, pour commencer déjà à avoir un peu de pratique, parce que c'est vrai que être tout le temps enfermé dans une salle 7 heures par jour, c'est vrai que c'est un peu difficile. Puis bon, faut voir un peu le monde réel, faut connaître un petit peu plus, pratiquer un peu avec les professionnels. C'est vrai que c'est intéressant et puis ça apporte beaucoup de maturité. Voilà. Merci beaucoup, Bonne journée. Et enfin, on rejoint Henri Jean, étudiant au lycée de Versailles. Lui, il est en 2e année après avoir fait un bac S. Bonjour. Vous avez fait donc vous un bac S. Quand avez-vous choisi de faire, d'aller vers le diplôme d'expertise comptable? En fait, j'ai fait par rapport à ce que je voulais, à mes études sur le long terme. Moi, je veux intégrer une école de commerce.
Et donc, quand j'ai regardé donc, les différents moyens d'y arriver, j'ai vu le DCG en fait comme une réelle opportunité puisque ça me permettait d'avoir des écoles de commerce, des grandes écoles de commerce. Par équivalence, vous voulez dire? Voilà, c'est-à-dire qu'on les intègre nous on fait 3 ans d'études, on les intègre en première année de master. Mais en fait, c'est une alternative en fait aux autres formations, notamment les prépas économiques. Et donc je me suis lancé dans cette aventure qui en fait est plus concrète si on peut le dire, parce que finalement on voit des chiffres, on rentre réellement dans la machine que sont les entreprises en fait. Même s'il y a aussi d'autres théories, qu'en fait ça dépend des années, mais première année par exemple on a plus de théories, notamment on a l'économie, du droit, on a du droit, beaucoup de droit d'ailleurs sur les 3 ans. Donc tout ça c'est mêlé en fait au droit de l'entreprise, aux fonctions, au fonctionnement de l'entreprise. Et donc finalement, vous, votre objectif, c'est d'intégrer à terme une école de commerce, et au lieu de faire préparation aux écoles de commerce, de ce qu'on appelle les prépas HEC, vous avez choisi le DCG. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à Versailles, il y a un cursus où en même temps, on passe le DCG et donc les épreuves chaque année. Et en même temps, on a une préparation à des concours passerelles, si on peut dire. On passe des concours en 3e année et des préparations aux oraux d'école. Et donc, en fonction de nos résultats, après, on est admissible, admis, etc. Alors, vous êtes en 2e année, donc. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce jeu, le tournoi exige? Ça m'a apporté, d'abord c'est beaucoup d'amusement. En fait, on se rend compte qu'effectivement, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, c'est que comment dire, on se rend pas compte au début de ce que ça va vraiment être, mais en fait on se rend réellement en jeu très vite. Et on se chambre beaucoup entre les équipes, on a envie de tout de suite réaliser nos objectifs et conquérir des parts de marché, etc. Et donc c'est en fait très simplifié finalement, évidemment par rapport aux règles d'entreprise, puisque 1 an représente 1 heure environ dans le jeu, mais on a quand même des variables comme la production à lancer, l'émission de brevets, l'investissement dans les VMP, en bourse, etc. On peut racheter des usines. Dans des usines, il y a quelques facteurs quand même qui sont bien dissociés les uns entre les autres et auxquels on peut prendre de réelles décisions. Et on peut se démarquer en fait d'une entreprise à l'autre. Et donc, une fois qu'on est bien lancé dans le jeu, on s'y prend vraiment beaucoup et c'est très intéressant et amusant en même temps. Quel aspect de l'entreprise avez-vous découvert que vous ignoriez? Moi, c'est un peu aussi ce côté social, c'est-à-dire que on voit, nous, dans notre formation, on a de la comptabilité, de la finance. Et je pense qu'on voit, on est très dans les chiffres, donc même si on fait quelques commentaires sur les situations financières des entreprises, on n'a pas ce recul de se dire... sur en fait nous en tout cas nous dans le monde d'entreprise ce qui nous a réussi en fait c'était le fait qu'on ait des salariés qui soient satisfaits avec des hauts salaires, etc. Et en contrepartie on avait donc une meilleure productivité et une meilleure production qui nous ont permis d'avoir ensuite des meilleurs résultats financiers en fait. Voilà, dans votre jeu vous aviez choisi donc une entreprise, c'est ça que vous venez de décrire. Qu'est-ce que vous aviez choisi comme type d'activité? On était tous sur le marché du ventilateur. Nous on était plutôt sur du moyenne gamme, c'est-à-dire qu'on avait des prix plus faibles et on a attaqué le marché en voulant avoir le plus de parts sociales. Et donc on a plutôt réussi, on a augmenté les salaires constamment et nos stratégies c'était un peu le commercial et en contrepartie le social. Voilà, donc vous c'était vendre le plus possible et donc du coup un prix moyen peu cher. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, dernière question, à quoi vous destinez donc plus tard? Est-ce que vous voulez toujours faire l'équivalence école de commerce? Oui, toujours. Oui, je voudrais en fait intégrer les écoles de commerce avec le bagage en fait que m'offre le DCG, avec cette connaissance de l'entreprise en fait qui est hyper importante. Après dans la gestion ou même dans la finance, Et vous savez déjà quelle école vous allez viser? Les plus grandes de province en fait. Voilà. C'est-à-dire concrètement le Lyon, l'EDEC, Neoma, Audencia, Toulouse, Grenoble, etc. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Voilà, c'était donc comment vous faire comprendre les métiers de la filière comptable. Une filière, il ne faut pas l'oublier, qui est un sacré ascenseur social. Parce que, bon d'accord, elles sont longues, mais on peut les faire à la fois en études complètes et aussi en alternance. Armand Paillet, vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise en charge de l'égalité des chances et des actions éducatives. Donc je pense que ça vous concerne. Exactement. D'abord, merci de l'invitation et de me donner l'opportunité d'exprimer quelques points de vue ici en représentant le conseil départemental. C'est vrai que dans le reportage que vous venez de diffuser, les interviews, on sent d'abord beaucoup de motivation chez les jeunes qui ont été interrogés.
Et du coup, ça évoque pour moi quelques sujets. Le premier que je souhaitais aborder, c'est que le deuxième jeune qui s'exprimait dans cette interview disait quelque chose qui est assez symptomatique de ce qu'on vit dans notre société. C'était qu'en fait, il avait commis une erreur et donc il serait licencié à raison de l'erreur qu'il avait commise en gestion. Nous, au conseil départemental, et moi en particulier, je défends l'idée qu'il n'y a pas de parcours de réussite rectiligne, que pour parvenir à atteindre ces objectifs, il faut aussi parfois accepter l'idée qu'on puisse commettre des erreurs, parce que des erreurs, ça se répare, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Et ce qu'on porte au titre des politiques publiques en matière d'égalité des chances, c'est justement ce message, qui consiste à dire qu'on peut progresser par à-coups, on peut aussi connaître des chemins de traverse, on peut parfois commettre des erreurs, ça n'empêche pas la réussite. C'est le premier élément. Deuxième élément, vous l'avez rappelé, la filière comptable est une filière technique qui, de l'extérieur, peut paraître un peu abrupte, mais c'est une filière qui est en tension avec de la sélection, parce que ce sont des diplômes et des formations qui sont exigeantes, mais en tension et donc qui recrutent, qui ont besoin énormément de main-d'œuvre. Et donc, notre idée au conseil départemental, c'est de réussir à élargir l'horizon des jeunes, y compris en leur faisant prendre conscience de l'existence de filières qui, je le disais, parfois sont abruptes, mais qui donnent des perspectives à ces jeunes-là. Et la filière comptable en fait complètement partie. Comment est-ce qu'on le fait ? On peut le faire de plusieurs façons. On le fait d'abord par la pratique en entreprise. C'est aussi une des questions que vous avez posées. De savoir si, dans ce concours, il y avait une pratique entrepreneuriale, il y avait une pratique en entreprise, si les jeunes apprenaient à découvrir ce qu'était le monde de l'entreprise. Ce que nous faisons au conseil départemental, dans les différentes actions que nous proposons, c'est de mettre en contact le plus tôt possible et de la façon la plus profonde possible les jeunes, qui relèvent de nos publics, avec le monde de l'entreprise. Par exemple, quand on va travailler avec l'école de la deuxième chance, on sait que sur les 500 jeunes qui passent dans l'école de la deuxième chance, 40% de leur temps de présence dans cette école est consacré au stage en entreprise. Quand on finance les espaces dynamiques d'insertion, on finance des actions qui permettent aux jeunes, aux 300 jeunes qui y passent, d'être en contact avec le monde de l'entreprise, d'apprendre par eux-mêmes les savoir-être, les savoir-faire qui sont utiles. Sur un public plus jeune, avec les collégiens, nous développons une action qu'on appelle les speed meetings, qui permettent de mettre en contact des collégiens, 90 à chaque session, face à des professionnels qui sont sélectionnés par le MEVO essentiellement, le mouvement des entreprises du Val d'Oise. Et cette confrontation de regard permet à nos jeunes collégiens d'abord d'avoir un regard extérieur sur leur propre parcours et sur leur propre identité, et ensuite de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment ça marche, et comment moi, en tant que collégien, je peux valoriser mes atouts, mes compétences, ce que j'ai appris à faire, ce que j'ai envie de faire devant un futur recruteur. Cette confrontation-là, elle est évidemment essentielle parce qu'elle permet à nos jeunes de construire leur identité et de se projeter sur un métier. Puis la troisième réflexion que cela m'évoque à l'instant, c'est un sujet qui est important. Sur les 3 jeunes qui se sont exprimés dans votre interview, il y avait une fille. Pour nous, la question de l'orientation est une question essentielle, et notamment la question de l'orientation des filles vers les filières dites scientifiques. C'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, et sur les collégiens, et ensuite sur les publics plus matures, pour faire en sorte que les filières scientifiques soient des filières pleinement mixtes, et que les jeunes filles notamment se l'approprient complètement et puissent y être présentes également. La filière comptable en est assez symptomatique, parce que quand vous regardez d'expérience, je n'ai pas d'éléments statistiques là-dessus, mais d'expérience, quand vous regardez les cohortes de jeunes diplômés dans les filières comptables, vous avez beaucoup de garçons et moins de filles, et l'idée c'est qu'on puisse travailler dans cette direction-là. C'est ce que nous faisons d'abord dans les collèges sur les actions éducatives, c'est ce que nous faisons également en travaillant avec beaucoup d'associations comme Elle Bouge par exemple, dont la vocation est d'accompagner les jeunes filles à la découverte de métiers qui ne sont pas des métiers vers lesquels elles se tournent naturellement.
Alors il y a une nouvelle opération d'ailleurs à laquelle nous sommes, nous la radio IDFM partenaire, et même je suis la marraine de cette opération cette année. Ça s'appelle Ouvre-moi ta boîte, c'est organisé par la Direct. Est-ce que là, dans les collèges, on commence à, ça a été lancé donc l'année dernière, ça sera le 7 juin, est-ce que dans les collèges on commence à prendre conscience que le 7 juin de cette année, on peut aller visiter les entreprises du Val d'Oise? Alors cette prise de conscience, elle commence à prendre de l'ampleur en effet. Alors je ne sais pas si la date du 7 juin est marquée comme ça au fer rouge. En tout cas, moi, je la retiens, c'est mon anniversaire. On vous souhaitera bon anniversaire ce jour-là. mais ce qui est certain, en revanche, c'est que la vocation que nous avons développée maintenant dans les collèges, dans le cadre des actions éducatives que je porte avec mes collègues, c'est de faire en sorte qu'il y ait des contacts très réguliers entre les collégiens et le monde de l'entreprise, des découvertes sur site. Il y a évidemment le stage de découverte en troisième qui permet aussi d'accompagner toute cette démarche. Mais il y a de plus en plus de déplacements, parce qu'on a longtemps dit que l'éducation et le monde de l'entreprise étaient deux univers complètement parallèles qui coexistaient sans jamais cohabiter. L'idée, c'est de faire en sorte que ces deux mondes s'interpénètrent. Et en réalité, dans la pratique, moi, quand je fais les speed meetings et que je vais voir les principaux de collège et les professeurs, quand je vais au conseil d'administration de collège, ce que je constate, c'est qu'en définitive, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces questions, mais dans la pratique, ça tout se le monde fait est déjà. bien conscient, effectivement, que ces deux univers s'enrichissent mutuellement. De toute façon, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez pu entendre les informations dès ce matin à l'aube. C'est les chiffres du chômage qui viennent de tomber par l'INSEE. On ne dira donc jamais assez qu'il faut se qualifier, car les chiffres sont probants. L'INSEE annonce 8,8% de chômeurs, le plus bas taux depuis 10 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 48% du taux de chômage chez les jeunes est chez des jeunes sans qualification, alors que si on prend le même jeune avec une qualification au bout de 11 années d'expérience, ce taux tombe à 4,4%. Donc là, c'est vraiment très probant ce matin. Et justement, vous parliez de l'école de la seconde chance. On peut peut-être en parler un petit peu plus, si vous voulez bien, Armand Paillet. Oui, alors effectivement, ce que vous évoquez est complètement juste. C'est presque enfoncer une porte ouverte que de le dire. Plus on est qualifié, plus simple c'est que pour rentrer sur le marché de l'emploi. Néanmoins, il existe de nombreux outils et différentes méthodes pour permettre à ceux qui sont moins qualifiés d'insérer le marché de l'emploi. L'école de la deuxième chance en est un brillant exemple. L'école de deuxième chance que le conseil départemental finance, c'est, pas seulement nous d'ailleurs, la région aussi et d'autres acteurs, c'est 500 jeunes, près de 500 jeunes qui sont accueillis chaque année sur des parcours qui ne sont pas très longs, mais qui permettent à 70% d'entre eux sur le territoire du Val d'Oise, parce qu'on a l'une des E2C qui est plus performante en France, qui permet donc à 70% de jeunes d'avoir des sorties positives. Une sortie positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit... EDC, on va dire école de la seconde chance, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là sont soit en formation qualifiante plus longue, soit en emploi. Et effectivement, le public qui va à l'E2C, c'est un public qui est peu ou pas qualifié. Et donc, les méthodes qui sont développées à l'école de la deuxième chance, c'est d'abord du travail méthodologique, c'est de la réacquisition de compétences linguistiques et cognitives au sens large. Je vais leur réapprendre les bases, celles qui sont utiles pour ensuite faire un bon CV, pour ensuite bien se tenir en entretien, pour enfin convaincre un recruteur et par ailleurs suivre les consignes une fois qu'on est en entreprise. Et c'est ce que j'évoquais plus tôt, la présence en entreprise. C'est 40% du temps du stagiaire de l'école de deuxième chance qui est consacré à la vie en entreprise. Voir comment ça se passe à l'intérieur, comprendre quelles sont les attentes du recruteur de demain, travailler sur le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-paraître. Pour cela, donc, plusieurs outils existent. L'école de deuxième chance a un réseau d'entreprises avec laquelle elle travaille qui permet justement d'avoir un bassin d'emploi, d'offres pour ces jeunes, et puis développe des outils divers et variés, par exemple des boutiques éphémères. J'ai eu la chance d'en voir une dans le centre commercial des Trois Fontaines à Cergy il y a quelques semaines maintenant. C'est la démonstration que les jeunes qui passent à l'école de deuxième chance savent tenir une boutique, vendre des produits, faire en sorte de faire marcher la boutique, comme on dit,
pour ensuite eux-mêmes en retirer un bénéfice professionnel. Donc l'école de deuxième chance, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais nous avons d'autres dispositifs comme ceux-là qui nous permettent d'accompagner des jeunes peu ou pas qualifiés. J'en citerai quelques exemples, si vous me permettez. L'école de deuxième chance, elle fait un travail très important sur des publics qui ont peu de qualifications. Les espaces dynamiques d'insertion, EDI, font un travail similaire, avec évidemment des cibles qui sont différentes, des jeunes qui parfois sont plus jeunes, parfois plus âgés, hein, bien entendu, mais l'idée, par exemple, des 3 EDI que nous accompagnons sur le territoire du Donc Val des d'Oise, écoles d'insertion. des espaces dynamiques d'insertion, c'est d'abord de travailler sur l'acquisition de compétences linguistiques, revenir sur les bases de lecture, écriture et calcul, et ensuite travailler sur du savoir-être et du comportemental. Là aussi, plusieurs outils existent, mais moi quand je vois l'exemple de l'EDI Sésame, des jeunes qui ne maîtrisaient pas très bien l'écriture et la lecture, qui s'approprient la création d'un prix, le prix Esther, qui mettent en œuvre ce prix, qui a vocation à assimiler de la lecture dramatique, à la rendre sur scène, à choisir des textes dramatiques et ensuite à en faire la promotion. Une fois qu'ils se sont appropriés ce prix, les voir ensuite s'exprimer sur scène et en avoir la reconnaissance des ministres, des responsables de l'éducation nationale, de la direction régionale des affaires culturelles sur différentes scènes et du Val d'Oise et d'Île-de-France, les voir s'épanouir sur scène, acquérir une autre dimension, fendre l'armure, développer toutes ces compétences qui seront ensuite utiles pour eux dans leur parcours professionnel, eh bien ça fait plaisir, c'est une petite fierté, c'est surtout la démonstration que ces espaces de travail-là fonctionnent et sont capables d'accompagner nos jeunes. Là aussi, on est sur des taux de sortie positive qui frôlent les 60%, et donc nous avons vocation à continuer de les accompagner. Alors, qui peut venir à l'espace dynamique d'insertion? C'est réservé à quels étudiants, quels enfants? Alors, ce sont les missions locales qui orientent les jeunes vers les espaces dynamiques d'insertion ou l'école de la deuxième chance, par exemple. Mais le public sur les EDI, ce sont des 16-25 ans. 16-25 ans, voilà. De tout le territoire du Val d'Oise. Et selon géographiquement où ils se situent, ils seront orientés vers telle ou telle structure pour travailler sur ces questions. Alors Armand Paillet, autre dispositif dont j'aimerais que vous puissiez parler, c'est les cordées de la réussite, parce qu'on ne sait pas trop que ce dispositif existe depuis 2008. Il a d'ailleurs été lancé par Valérie Pécresse, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a concerné jusqu'à présent 10 000 collégiens, c'est beaucoup, 10 000 collégiens et lycéens. Il faut dire que c'est réservé à ces deux types d'étudiants qui sont issus des quartiers en difficulté ou de familles défavorisées franciliennes et qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé par des tuteurs qui prodiguent écoute, conseils, suivi sur mesure. Et ces tuteurs sont issus de grandes écoles de type Les Mines, Polytechnique, ESSEC, HEC. D'ailleurs, on peut peut-être parler de ce qui se passe à l'ESSEC. Vous êtes bien au courant puisque vous enseignez vous-même à l'ESSEC. Alors, les cordées de la réussite, vous avez raison, c'est un dispositif qui a été créé d'abord pour les lycées, pour faire en sorte qu'un certain nombre de lycéens se tiennent par la main entre eux et avec un tuteur qui, lui, aura été un étudiant, voire plus âgé, et essayer de faire en sorte de comprendre quels sont les codes de la réussite dans l'enseignement supérieur, quels sont les codes de la réussite dans sa carrière professionnelle, et comment ensuite travailler scolairement et également ses aptitudes comportementales pour justement... C'est une manière en fait de motiver le collégien qui ne comprend pas pourquoi il travaille finalement, pourquoi il faut faire des maths, de l'histoire, de la géographie ou des sciences tout simplement. C'est bien ça? Alors c'est un moyen de motivation, c'est un moyen d'accompagnement parce que, comment dire, comme disait La Bruyère, la plupart des hommes sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. L'idée c'est d'accompagner nos collégiens et lycéens pour qu'ils soient capables à la fois de fournir de grands efforts lorsque c'est nécessaire, puis surtout d'être persévérants. Et ce que je disais, c'est que les cordées de la réussite ont d'abord existé sur les lycées. Et puis après, les uns et les autres ont considéré que, en définitive, ce qui s'inscrit dans le lycée mérite d'être travaillé plus tôt dès le collège. Alors,
le conseil départemental a travaillé dès le départ avec l'ESSEC en particulier, d'autres grandes écoles, le ISTI sur le territoire de Cergy-Pontoise et bien d'autres, pour faire en sorte que les collégiens bénéficient également de dispositifs similaires, dans une sorte de tutorat ou de mentorat, ça dépend comment on voit les choses, pour faire en sorte que des collégiens prennent conscience des voies, des possibles. Ça ne veut pas dire que tous les collégiens ont vocation à faire des études supérieures, ça je n'en sais rien, personne n'en sait rien, mais ça veut dire qu'il faut ouvrir l'horizon de ces jeunes-là pour qu'ils sachent que ça existe, que c'est possible, et que si c'est possible, il y a un certain nombre de prérequis. Et donc, ce que nous avons fait dès le départ avec l'ESSEC et d'autres grandes écoles, c'était d'accompagner par exemple le parcours PQPL, une grande école, pourquoi pas moi. C'est-à-dire aller recruter, trouver des jeunes qui avaient du potentiel mais qui n'en avaient pas encore conscience, les faire venir dans les établissements d'enseignement supérieur et les grandes écoles et leur expliquer le mercredi après-midi que il faut ouvrir son horizon culturel, il faut aller dans les musées, il faut apprendre à travailler, il faut développer une méthodologie de travail. Ça, c'était le départ. Et puis tout ceci a cheminé progressivement et il y a 2 ans, l'ESSEC, entre autres, a choisi de développer un nouveau programme qui désormais s'appelle « Trouve ta voie », qui était de faire en sorte que les lycéens comprennent mieux les règles d'orientation, comprennent mieux les voies d'orientation qui leur étaient proposées et anticiper dès le collège. Et nous, au conseil départemental, nous avons financé le déploiement de MOOC, c'est-à-dire de vidéos en ligne à destination des professeurs qui sont volontaires et des collégiens ensuite qui s'inscrivent dans la démarche pour travailler sur l'orientation. Donc une dizaine de petites capsules vidéo qui sont donc enregistrées par l'ESSEC et ses ressources support et qui sont ensuite diffusées dans les collèges partenaires pour faire en sorte que les collégiens puissent comprendre qui ils sont, quelles sont les voies d'orientation possibles, comment est-ce qu'on choisit son orientation et quels moyens se donner pour parvenir à s'orienter. Et l'idée, c'est que ceci puisse rayonner sur tous les collèges. Toutes les classes de 3e puissent en bénéficier dans le Val d'Oise. C'est assez novateur, parce qu'il y a peu de départements, il n'y a pas de département aujourd'hui qui porte des dispositifs similaires, hormis donc le département du Val d'Oise, qui a été innovant sur ce sujet. Et samedi dernier, à l'ESSEC, s'organisait une réunion en présence du préfet de région, de l'inspection de la direction académique, de différents élus de la direction de l'ESSEC, pour prendre conscience de l'ampleur qu'avait pris la démarche Trouve ta voie et faire en sorte que ces cordées de la réussite, avec des moyens spécifiques et une méthodologie particulière, faire prendre conscience que tout ceci fonctionne très bien, que les collégiens, les lycéens, les professeurs et les directeurs d'établissement y trouvent leur compte. Merci beaucoup Armand Paillet pour tout ce brossage des différents dispositifs qui existent en Val d'Oise. On le reconnaît, le département est très dynamique et puis on espère vous voir à ce sujet et on espère vous voir le 7 juin à l'opération organisée par la Direct, donc Ouvre-moi ta boîte. On a bien retenu que c'était votre anniversaire. Tout de suite, on va rejoindre les entretiens médicaux d'Anguin pour la chronique santé du jour, qui est donc sur le paracétamol, le temps qu'elle monte en technique. On va dire bonjour à Jean-Claude Durousseau. Bonjour Jean-Claude. Est-ce qu'on peut avoir le son? Non. Paracétamol. Alors, qu'est-ce que c'est le paracétamol? Le paracétamol, c'est un antalgique, c'est ça? Oui, c'est un antalgique. C'est quoi un antalgique? Ça va diminuer votre douleur. C'est un antidouleur, c'est ça, voilà. Le langage courant. Exactement. Beaucoup de gens en prennent et c'est justement ça le danger. On en trouve où, le paracétamol? On en trouve partout, en pharmacie. Vous avez les spécialités où il n'y a que du paracétamol et attention aux spécialités aussi où il y a le paracétamol qui est associé à un autre paracétamol. D'accord, donc du paracétamol caché en fait. Voilà. On ne sait pas qu'on en prend, mais on en prend. Exactement, ouais. D'accord. Alors on ne fait pas attention aux doses, parce que c'est un truc anodin, et pourtant le paracétamol est un médicament qui peut être toxique pour le foie, notamment quand on dépasse les dosages habituels. Alors c'est au-dessus de 4 grammes par jour, je crois. Tout à fait, c'est 4 grammes par jour, mais c'est vrai que quand on a mal, je dirais on 4 grammes quand on est impatient, on ne sait pas combien de cachets ça
à quoi ça correspond? Ça correspond à quoi, 4 grammes? Alors, 4 grammes, ça dépend effectivement. Vous avez des spécialités où il y a 500 mg, donc ça équivaut à 8 comprimés. Ou alors, si c'est des comprimés d'1 gramme, c'est 4 comprimés d'1 gramme. Mais comme je vous l'ai dit, attention aux spécialités que vous prenez, où il y a d'autres principes actifs associés. Et là, vous pouvez très bien avoir dans ces spécialités juste 200 mg de paracétamol. Donc, quand on dit 4 grammes par jour, c'est l'ensemble des spécialités contenant du paracétamol. On fait attention pour les enfants? Oui, pour les enfants aussi, on respecte les dosages des femmes enceintes, bien évidemment. Et je tenais juste à donner quelques chiffres. Il y a eu en 10 ans une augmentation de 53% de la consommation de paracétamol en France. Ouais. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des mélanges dangereux. Au-delà de 8 à 10 grammes, on risque l'hépatite fulminante. C'est ce qui est arrivé donc, dans l'actualité à Naomi Musenga, oui. La fameuse histoire avec le SAMU, qui en est morte. Voilà, oui, c'est ces phénomènes de tolérance où on a mal, on s'habitue et on prend toujours plus. Paracétamol, attention, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci Jean-Claude Durousseau pour cette jolie chronique. Effectivement, le paracétamol, il faut faire attention, ça ne se prend pas n'importe comment. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie d'Armand Paillet, conseiller départemental du Val d'Oise en charge de l'égalité des chances et des actions éducatives, de Michel Lechenot, responsable éditorial de Se Loger, de Philippe Sauvant, expert en droit des retraites, et de Caroline Péchery, cofondatrice de Scanop. On va tout de suite passer la parole à Michel Lechenot, car en tant que responsable éditorial de Se Loger, vous êtes bien au courant des problèmes de logement. Alors, louer en centre-ville, cela coûte-t-il plus cher? Alors, je vais vous faire une réponse un peu à la Marseillaise. Oui et non. D'accord. Voilà. Ce qui se passe, c'est effectivement dans la plupart des grandes agglomérations aujourd'hui en France, le prix immobilier à la location est beaucoup plus cher dans les centres-villes. Mais si on dézoome tout ça, donc on va parler sur les 15 plus grandes métropoles françaises. Sur les 15 plus grandes métropoles françaises, il y en a 2 où c'est moins cher d'habiter dans le centre-ville. Ça, c'est exceptionnel. Exactement. Alors, on va prendre une grande ville, Marseille, c'est quand même une petite ville. Et bien là, plus vous louez dans le centre-ville, moins ça va être cher. À la différence d'une ville comme Paris, Bordeaux, où là, c'est beaucoup plus cher, évidemment, dans le centre-ville. Et alors, pourquoi est-ce que c'est moins cher à Marseille et plus cher à Paris? Alors, pourquoi c'est moins cher à Marseille? Tout simplement, c'est parce que le revenu médian par foyer est beaucoup moins élevé à Marseille que, par exemple, à Paris. Et dans les autres grandes métropoles comme Bordeaux, qui, depuis, on va dire, 5 ans à Bordeaux, les prix ont été multipliés par 2 grâce à l'arrivée du TGV. Et Marseille a eu aussi en son temps l'arrivée du TGV, mais ça n'a pas explosé les prix. Oui, on pensait que ça aurait explosé les prix et finalement non, parce qu'au départ, j'ai cru moi que c'était à cause de la qualité des immeubles, vu tout ce qu'on entend en ce moment. Non, alors, bon, le TGV à Marseille, c'est pas hier, ça fait quand même pas mal de temps que le TGV est arrivé, donc on s'entend. Effectivement, le prix a augmenté à Marseille quand le TGV est arrivé. Mais au niveau de son habitat, ça n'a pas été spectaculaire comme peut être Bordeaux ou Rennes. On peut aussi prendre la ville de Rennes. La ville de Rennes, voilà. Peut-être que les gens à Marseille préfèrent rester en bord de mer. C'est peut-être pour ça que le centre-ville n'a pas trop augmenté. Alors oui, il y a effectivement le bord de mer qui est beaucoup plus cher qu'effectivement le centre de Marseille. Mais vous avez une ville qui est à côté, qui s'appelle Aix-en-Provence, qui, elle, est beaucoup plus chère au niveau des prix au mètre carré pour la location ou à la vente aussi. À l'achat aussi, oui. Exactement. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, sur Marseille, vous êtes à peu près à 3 000 € du mètre carré pour l'achat. À Aix-en-Provence, vous êtes à 1 000 € de plus, on est plutôt à 4 000 € du mètre carré. Alors faisons un petit focus, si vous voulez bien, sur l'Île-de-France. Où est-ce qu'on en est en Île-de-France? Alors, l'Île-de-France, évidemment, si vous voulez habiter à Paris, c'est très très cher d'habiter à Paris. À la location, pour vous donner un ordre d'idée, le prix moyen d'une location, c'est 33 € du mètre carré. On va dire plutôt même 33,50 € du mètre carré pour habiter dans Paris intramuros. Alors maintenant, je vais un peu élargir, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la ville, heureusement, il y a aussi le Grand Paris. Alors là, si on fait... C'est nous. C'est vous. C'est nous, en Val d'Oise notamment. Exactement. Et là, dans l'agglomération de Paris, on est plus à 19 € du mètre carré. Si, alors maintenant, je refais un focus sur Enghien-les-Bains, une ville que vous connaissez assez bien. Un petit peu. Voilà. Nous sommes plutôt à 17 € du mètre carré. 17 € du mètre carré à la location. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près un peu moins, parce que comme je vous dis, le prix de l'agglomération parisienne qui est à peu près à 19 € du mètre carré.
qui est à 33, vous avez dit Alors, tout à l'heure. Non, 33 euros, c'est le prix intramuros. Oui, intramuros et le prix de l'agglomération parisienne. C'est 19 euros. C'est 19 euros du mètre carré. Donc Enghien est un peu plus bas que... Un tout petit peu plus bas que le prix moyen du Val d'Oise. Voilà. Et alors, je précise tout de suite que ce sont des moyennes, bien sûr. Tout dépend où vous habitez, dans Enghien-les-Bains. Et alors là, donc c'est une moyenne pour toute l'Île-de-France, le 19 euros, ou bien c'est spécifique au Val d'Oise? Non, c'est toute une moyenne sur l'ensemble de l'Île-de-France. Tout à fait. Hors Paris. Hors Paris, bien évidemment, puisque quand on a des prix de 33 euros du mètre carré, c'est quand même assez cher. Si vous voulez par exemple trouver une location qui est abordable, c'est entre 12 et 14 euros du mètre carré, il faut aller à Houdan, qui est à 67 km de Paris, et là vous allez trouver des prix au mètre carré qui sont abordables. Et ça fait très loin quand on travaille sur Paris, parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Donc là, on a un gros problème de communication. Et là, vous avez tout à fait raison. De toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien, les grandes métropoles, il y en a à peu près les 15 en France, absorbent toutes les demandes. Il y a énormément de demandes par rapport aux offres, donc le prix augmente. Et dans toute une reste de l'autre, on va dire de la population ou du territoire, il y a beaucoup moins de demandes et il y a beaucoup plus d'offres, donc les prix baissent d'un côté et augmentent de l'autre. Et ça, c'est parce que nous arrivons de plus en plus dans une économie de services et beaucoup moins d'une économie... Voilà, c'était ma question suivante. Est-ce à quoi c'est dû? Donc c'est parce qu'on travaille, il y a trop de services, pas assez d'industrie. S'il y avait plus d'industrie, en fait, on ferait vivre les communes rurales, finalement. Exactement, vous avez tout à fait raison, puisque l'économie de services se trouve dans les grandes métropoles, donc ce qui attire au détriment des petites villes de moins de 20 000 habitants. Après, ce qui peut se passer aussi, et ce qui se passe, on le voit très bien par exemple sur Bordeaux, vous avez donc le centre de Bordeaux qui est vraiment devenu pratiquement même inaccessible pour pas mal de personnes, et donc il y a un effet de petite couronne. Et sur la petite couronne, si on prend Pessac, qui est juste à côté de Bordeaux, et bien là, les prix ont augmenté de plus de 20%. Et comme Pessac va devenir de plus en plus cher, les gens vont effectivement reculer. Et donc là, si on veut acheter à peu près sur un rayon de 50 km, 60 km, toutes ces villes-là vont être aspirées par la métropole, et dont Bordeaux par exemple, ou Paris ou Marseille, c'est ce qui fait ça. Donc en fait, ça veut dire que ça nous console dans un certain sens, mais pas tout à fait quand même. Ça veut dire qu'en Île-de-France, comme dans la région de Bordeaux, on a des gros problèmes de déplacement, donc de communication, qu'ils soient transport public ou routier finalement. Ah bah oui. Alors, si on prend l'agglomération parisienne, les transports en commun, il y a quand même pas mal de transports en commun. À Paris, on n'a pas besoin d'une voiture finalement. Il y a suffisamment de métro et de bus. Vous avez raison, mais c'est vrai que quelque part, il y a aussi... si on habite limitrophe Paris, effectivement, le métro fonctionne très bien. Après, le RER aussi, mais les trains de banlieue, c'est un peu plus compliqué. Voilà, beaucoup plus compliqué. On n'arrête pas d'en parler à ce micro, donc on ne va pas débattre là-dessus aujourd'hui. Ouais, Peut-être Armand Paillet, vous voulez commenter? Très brièvement, pour dire que le Val d'Oise, si nous on souffre d'un élément de difficulté en particulier, c'est le fait qu'on soit très souvent une presqu'île. Je reprends le mot de la présidente du conseil départemental lorsqu'elle a évoqué cette situation, parce que très souvent on a le sentiment d'être isolé de Paris, de la petite couronne, soit parce que l'A15 dysfonctionne avec l'effondrement d'un des murs de soutènement du viaduc de Gennevilliers, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et qui va perdurer jusqu'à fin mars au mieux, donc avec des difficultés de circulation pour partir de la région, du Val d'Oise pour rentrer dans Paris et inversement, qui rendent l'accessibilité du territoire compliquée par voie routière. Et puis même chose pour les transports en commun, parce qu'il y a peu de transports en commun qui desservent le Val d'Oise qui fonctionne bien. Je ne prendrai qu'un exemple, celui que je connais le mieux, qui est le RER A qui va jusqu'à Cergy-Pontoise. La branche RER A jusqu'à Cergy est celle qui dysfonctionne le plus de tout le réseau francilien, avec un taux de ponctualité qui est extrêmement bas par rapport aux autres, avec des désagréments qui se cumulent tous les jours et qui rendent donc l'attractivité économique du territoire plus difficile. Parce qu'on connaît en gros les ingrédients de l'attractivité d'un territoire. Et au-delà de l'offre de services, puisque vous l'évoquiez, pour qu'un territoire soit attractif, il faut une offre de services, il faut des emplois de la connaissance,
il faut du foncier disponible et accessible, et puis il faut de l'intermodalité des transports et de l'accessibilité. Et nous, dans le Val d'Oise, sur une partie du territoire, on a ce problème d'accessibilité qui pose difficulté. Et en plus, ce qui nous pose difficulté, au Val d'Oise, c'est quand même le seul département qui n'a pas de son autoroute un accès direct au périphérique de Paris. C'est quand même exceptionnel. C'est exact. Espérons qu'un jour, ça soit résolu, cette problématique, parce que quand même, effectivement, je comprends quand Madame la Présidente du conseil départemental parle de presqu'île. Michel Lechenot, donc, pour conclure... Alors non, pour conclure, je voulais juste un petit peu réagir à ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison, en tout cas sur le Val d'Oise, mais si on élargit véritablement le débat sur l'ensemble du territoire français, on prend des régions comme le Gers par exemple, où là il n'y a aucun transport en commun pour aller travailler, et donc là la voiture est indispensable. Bien vous sûr. n'avez pas de permis de conduire, vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas travailler. Le Val d'Oise n'en est pas encore là, j'espère en tout cas. Malheureusement, si, pour les déplacements transversaux. On n'a pas de moyens, d'ailleurs dans d'autres départements franciliens, c'est pareil, il n'y a pas forcément de moyens de se déplacer transversaux. Donc là, ça pose un problème. Les gens sont obligés de prendre leur voiture et donc de consommer de l'essence. Voilà, ce que je voulais en tout cas, moi, juste terminer, c'est que l'enquête que nous avons réalisée, c'est aussi en partenariat avec Sciences Po. C'est une étude que nous avons réalisée avec Sciences Po et Sologer pour avoir analysé toutes ces données-là. Pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, voilà, les grosses agglomérations sont de plus en plus chères et les petites villes sont de moins en moins chères. Et malheureusement, je dirais que ça ne va pas s'arranger dans les prochaines années. Ça, on verra avec le développement des politiques publiques. Il faudra attendre pour conclure, parce que pas sûr, peut-être qu'on va pouvoir... redynamiser. On attend les conclusions du grand débat national et puis on va voir ce que ça va donner. Merci en tout cas pour ce focus sur l'immobilier, Michel Lechenot. Donc je rappelle que vous êtes responsable éditorial de Se Loger, donc c'est quand même très connu pour passer des annonces pour vendre et pour louer aussi. Vous avez raison, pour vendre, louer et acheter. Acheter. Et donc les particuliers peuvent aussi déposer des annonces ou c'est réservé qu'aux professionnels ? Alors, les particuliers peuvent déposer des annonces pour louer et puis peuvent aussi déposer, pas encore leur annonce pour l'estimation immobilière. C'est-à-dire vous pouvez estimer un bien immobilier et puis après on vous mettra en contact avec le meilleur professionnel pour vendre votre bien. Voilà, donc pour vous contacter, c'est facile, seloger.com, tout le monde connaît. Merci. Merci Michel Lechenot. Je vous propose tout de suite une nouvelle pause, mais cette fois, non pas en musique, mais avec... Bruno Vigoureux qui vient d'arriver dans nos studios pour un conseil culinaire. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette dont je ne voulais absolument pas entendre parler. Non, je ne voulais pas la faire. Pourquoi? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. On va donc préparer des huîtres chaudes au beurre d'herbe et citron confit. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, ça se prépare en 10 minutes et il faut 3-4 minutes de cuisson. Vous voyez, c'était pas sorcier. C'est une recette pour 4 personnes. Il vous faut donc 16 huîtres, un quart de citron confit, 100 g de beurre mou, 12 branches de coriandre, 12 brins de ciboulette, une échalote, du poivre. Avant de commencer véritablement la recette, vous sortez le beurre du réfrigérateur à l'avance afin qu'il soit bien mou. Ensuite, vous préchauffez votre four sur la position grill. Vous ouvrez vos huîtres avec précaution et vous enlevez la première eau, puis vous les placez sur une plaque allant au four. Vous hachez le citron confit, la coriandre, la ciboulette et l'échalote. Vous mélangez le tout avec le beurre mou et le poivre. Vous posez une cuillère à café de beurre aux herbes sur chaque huître, puis vous enfournez pour 3-4 minutes sous le grill et vous servez immédiatement. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi je ne voulais pas faire cette recette? Ben oui, on aimerait savoir. Ben oui, parce que j'adore les huîtres. J'en mange toutes les semaines. Vous en foutez, Florence, et vous avez bien raison. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'huître se mange nature, avec peut-être un petit filet de citron. Alors, quand mon épouse m'a dit « je veux que tu me fasses ça », en me montrant la recette, je n'étais pas franchement emballé. Il n'y a pas eu moyen de négocier, et finalement, elle avait raison. Car ce plat, c'est un petit régal, une douce merveille. Là, j'ai proposé pour 4 personnes, mais vous pouvez aussi le faire en apéritif, pour 2-3 huîtres par personne, ou en plat, en tête-à-tête, en amoureux. D'ailleurs, c'est pas la Saint-Valentin aujourd'hui? Mais si, alors n'hésitez pas, foncez
Faites-vous ça pour ce soir avec un bon verre de Chablis. Je vous assure, ce plat, c'est une petite histoire d'amour à lui tout seul. Bon repas et à très vite. Merci Bruno Vigoureux. En tout cas, votre femme a beaucoup de chance que vous lui fassiez la cuisine et qu'elle puisse commander ses plats sur mesure. Eh oui. Allez, on va tout de suite passer la parole à Philippe Sauvant, expert et accompagnateur en droit des retraites, car on a beaucoup de questions à vous poser. Philippe Sauvant, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'ailleurs comme tous nos invités aujourd'hui. Alors, la première question, j'allais dire, c'est quand? Il y en a beaucoup, c'est quand, combien, comment? Comment? Alors, quand il faut prendre sa retraite et comment fait-on? C'est pas si simple que ça. Ça pourrait être très simple. Les caisses de retraite, je dis toujours, sont très honnêtes et elles ont l'avantage d'être gratuites. Le personnel est particulièrement performant, sauf que il y a une masse de dossiers qui arrivent auprès des caisses de retraite. Les liquidations se font avec beaucoup de retard. C'est dommage parce que la retraite en France, c'est un vrai métier. C'est 30 ans d'espérance de vie. C'est du partage avec un conjoint. Et aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin. Une vie, c'est une vie de travail, une vie d'amour. Et quand le conjoint qui est bénéficiaire d'une retraite disparaît, il y a un survivant qui est là et qui a besoin d'attention et qui a besoin de prestations financières et qui ne sont pas toujours versées immédiatement. Pourquoi y a-t-il toujours un problème lorsqu'on veut liquider sa retraite? Pourquoi on attend autant de temps? Il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas préparés à prendre leur retraite. Je vais faire une comparaison. La retraite, c'est comme la santé. Quand on est jeune, on s'en fout. Les gens qui viennent me voir sont des gens qui ont passé l'âge de 55 ans, qui sont aux alentours de 60 ans, qui vont bientôt partir à la retraite et qui me disent « Ah, c'est tout, je suis déçu par le résultat ». Bien évidemment, le résultat est toujours décevant, le chiffrage est toujours décevant. Ce qu'il faut, c'est préparer sa retraite avec beaucoup d'attention. La retraite, c'est pas uniquement des cotisations, c'est pas uniquement de la rémunération. C'est une véritable réflexion de fond, c'est un marathon qu'il faut prendre dès le départ. En fait, on s'y prend trop tard. Hein. On s'y prend trop tard et puis surtout, on n'a pas d'idée. Il n'y a personne pour vous guider, pour vous dire que la retraite en réversion, c'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi une modification d'un régime matrimonial, c'est aussi une réflexion de transmission de patrimoine, c'est aussi une réflexion de fiscalité. Les 3 préceptes de la retraite sont faciles à retenir. 1, la fiscalité. 2, la fiscalité. 3, la fiscalité. Ah oui. Le reste, la messe est dite. Ce qu'il faut, c'est harmoniser l'ensemble. Lorsque vous êtes en activité professionnelle, la fiscalité de la rémunération est importante. Lorsque vous êtes à la retraite, la fiscalité de votre retraite est importante. Lorsque vous êtes en activité professionnelle, vous avez des protections sociales qui sont importantes. Vous avez donc une fiscalité qui va s'appliquer dessus. Ça tient lieu également aussi au niveau de la retraite. Lorsque vous êtes salarié, vous avez une protection sociale et on vous dit vous avez un régime de prévoyance avec des capitaux d'essai, de la rente d'éducation, de la rente de conjoint. Quelle est la différence entre un capital d'essai, une rente d'éducation, une rente de conjoint? Ce n'est que de la fiscalité. Les capitaux d'essai d'entreprise sont totalement exonérés de droits de mutation. C'est un apport essentiel pour le conjoint survivant, c'est un apport essentiel pour la famille. Donc c'est vers ce choix-là qu'il faudrait se tourner quand on nous fait des propositions complémentaires? Hélas, beaucoup de contrats vendus par les assureurs et mis en place par les syndicats et les compagnies d'assurance ont opté pour obliger les entreprises à cotiser dans des régimes de prévoyance avec des capitaux d'essai, des rentes d'éducation et des rentes de conjoint, et on n'a pas le choix. C'est dommage parce qu'on devrait faire des options avec des gros capitaux d'essai, et on devrait faire des choix pour des gens. Il y a des gens qui ont besoin de rente d'éducation, il y a des gens qui ont besoin de rente de conjoint parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Mais je pense que, encore une fois, c'est un manque d'information. L'idée, elle est toujours de communiquer et d'expliquer aux gens ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça qui est important. C'est pas parce que je veux avoir une forte rémunération que je vais avoir une belle retraite. C'est totalement différent. Alors comment ça s'explique que ce soit complètement différent? Parce qu'en principe, c'est effectivement, on pense que plus on gagne, plus on aura un pourcentage une retraite importante. Non, plus vous gagnez, plus vous payez de l'impôt. Après, c'est un autre débat. L'idée, encore une fois, lorsque vous êtes salarié, vous passez par les fourches codines du salariat et des cotisations sociales. Lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous passez par... D'abord, quand vous êtes indépendant, vous êtes votre propre patron et vous focalisez sur vos cotisations sociales et vous vous dites j'ai encore du URSSAF à payer, j'ai encore du RSI à payer. On a beaucoup à payer, oui, ça c'est vrai. Beaucoup à payer et donc on se dit comme je paye, je vais avoir une belle retraite, et c'est entièrement faux. Le problème, c'est encore une fois, c'est d'analyser en amont ce que je ne dois pas faire. Alors justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et quand faut-il commencer à prendre les bonnes mesures?
les bonnes et quelles mesures mesures sont à prendre, je ne vais pas dire à 20 ans, lorsque l'on est jeune, lorsque vous avez entre 30 ans et 40 ans, vous avez une famille à nourrir, vous avez une famille à protéger. Il faut arriver à la retraite en bonne santé physique, bonne santé intellectuelle, bonne santé financière. Le nombre de personnes que je rencontre qui ont subi une turbulence médicale sévère, un AVC qui se fait maintenant de plus en plus jeune et qui se retrouve sans ressources. Une famille, ça s'éduque. Une famille, on a besoin d'argent pour pouvoir payer les études. Et beaucoup de gens sont mal protégés, sous-protégés. On est toujours dans l'inconnu. C'est toujours, en fait, toujours un problème de communication et d'éducation. Les caisses de retraite, encore une fois, je dis, elles sont très honnêtes. Elles diffusent beaucoup d'informations. Hélas, parce que les gens ne le lisent pas. C'est pas un sujet qui est un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, je ne vais pas dire le beefsteak d'abord, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut que je sois certain d'avoir une rémunération pour pouvoir faire vivre ma famille. Alors, c'est pas le sujet. Les sujets, c'est les vacances. Le sujet, c'est d'acheter un appartement. Le sujet de comment acheter une résidence principale, protéger le conjoint. On est dans des situations, parfois des situations familiales qui sont délicates, difficiles. Vous avez des familles décomposées, recomposées. Lorsque les gens me disent, nous sommes mariés, mon mari a un premier mariage avec 2 enfants, moi j'ai 2 enfants, et on a un enfant en commun. Vous vous rendez compte de la situation lorsqu'arrive un décès, et lorsqu'arrive le partage des pensions, et lorsqu'elle arrive à la distribution de la monnaie. Au moment où il y a un décès, il y a les prédateurs qui arrivent. D'abord, lorsque l'on parle d'enfants, chaque famille a un enfant supplémentaire qu'il ne connaît pas. C'est l'État. C'est l'un qui est différent de la retraite, mais qui va dans le sens de la retraite. J'explique toujours à mes clients, je leur dis, cet été en vacances avec votre épouse, vous êtes sur une petite route de campagne, il fait beau, c'est magnifique. Il y a un camion qui arrive qui vous met tous les deux dans le coma. Qui a délégation de signature sur votre compte en banque pour payer les frais supplémentaires d'hospitalisation? Les gens disent personne. Je lui dis, vous avez une tutelle qui va débarquer et puis qui va vous piller, parce que les tutelles, si elles ne sont pas construites, si elles ne sont pas réfléchies, elles vont vous piller. Alors, soyons donc constructifs, si vous voulez bien, Philippe Sauveau. Donc, pour vous, le premier finalement contrat, ce serait de prendre une assurance décès et invalidité? Non, c'est d'avoir une véritable réflexion de fond, d'écouter, d'étudier, de regarder, de prendre des contacts avec un notaire, pas forcément un banquier, parce que le banquier, c'est toujours un guichetier de banque. Donc, il va partir dans les 5 ans. C'est aussi d'avoir un travail personnel, intérieur, et puis de rencontrer des gens qui sont au courant, et des gens qui savent. D'accord, mais dans les cas que vous avez été amené à accompagner, j'imagine que quand on a préparé donc cette émission, vous avez dit finalement tout le monde est déçu quand il prend sa retraite. Oui, tout le monde est déçu, parce que ils sont déçus, ils ne devraient pas être déçus. J'explique toujours aussi que quand ils me disent c'est tout ce que je veux avoir, je dis oui, mais attends, t'as jamais cotisé. Comment ça, j'ai jamais cotisé? Ben non, les cotisations ont été prises en partie par l'employeur à hauteur de 50% ou 60%, et le reste, tu l'as défiscalisé, donc t'as jamais cotisé. Les gens comprennent qu'effectivement, il y a eu un accompagnement fiscal dans ces choses-là. Mais la réflexion, encore une fois, elle est de se prendre en main. Si les gens ne se prennent pas en main, ils n'y arriveront pas. Alors justement, vous dites qu'ils n'y arriveront pas. Or, on parle de réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on dit en ce moment sur cette future réforme dont le débat va bientôt s'engager? J'ai 40 ans de métier, j'ai 40 ans d'audit, j'ai 40 ans d'observation. La plus belle réforme de retraite qui a été faite, c'est celle de Simone Veil au moment du gouvernement Balladur, qui est passé les 10 meilleures années ou 25 meilleures années de salaire pour calculer la retraite. Mais demain, la retraite, bien évidemment, la réforme est obligatoire, bien évidemment, la réforme est nécessaire. Et quand je lis ce qu'écrit la présidente de la CNBF, elle dit, dans le régime universel, des inégalités seront accentuées, le niveau général des retraites sera diminué, les cotisations seront augmentées, la sécurité et la lisibilité seront inexistantes. La réforme nous conduit vers un régime universel d'incertitude, vers une solidarité dans l'inconnu. C'est vrai, les gens ont très peur. Aujourd'hui, je n'ai que des personnes qui viennent me voir en me disant « Qu'est-ce qui va se passer ?» J'en sais strictement rien. L'idée, encore une fois, si la réforme doit passer, d'abord elle sera brutale, elle sera brusque, mais s'il n'y a pas une pédagogie d'explication et de comparaison, avant vous aviez tant de retraite par rapport à une rémunération, demain vous aurez tant de retraite par rapport à la réforme, et voilà ce qu'aura votre conjoint. Et c'est là où il y a un véritable effort d'information de la part du gouvernement. Moi je pense que ce qui est proposé par le gouvernement, enfin la réforme qui est proposée
part d'une base cotisante de rémunération qui est trop importante, d'un euro à 120 000 euros. Aujourd'hui, on est à 1 euro à 40 000 euros, c'est le plafond de la sécurité sociale. Donc on constate... Donc en fait, la réforme, ça voudrait dire que l'État envisage qu'on puisse avoir 120 000 euros. Non, pas du tout. L'État considère qu'au lieu d'avoir... la base cotisante sera limitée à 120 000 euros pour le régime universel. Après, les gens qui ont... Alors qu'on est à 40 000 en ce moment. Les gens qui ont la chance d'avoir une rémunération supérieure à 120 000 euros auront des régimes de retraite supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, la retraite est calculée, la retraite de base de la sécurité sociale et du RSI pour les indépendants est calculée sur le plafond de la sécurité sociale qui est de 40 000 euros. Je pense qu'on aurait pu éventuellement envisager de créer un régime universel sur cette base de 40 000 euros et après de faire, encore une fois, toujours dans le cadre de la fiscalité, des régimes supplémentaires avec une fiscalité très attractive qui permettait aux gens de dire bon, bah, je paye mais je déduis. Voilà. Oui, parce que là, il y a le problème du pouvoir d'achat, mais il y a aussi le problème, vous évoquez 120 000 et puis ou 40 000 euros de le plafond actuel, mais il y a un gap de 80 000. Comment on va les financer? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les 80 000 euros sont des bases cotisantes pour le régime de l'ARCO et de la GIRC. Ces cotisations servent à payer les retraites des retraités, les retraites pour les réversions. Je pense que la balance qui va être faite, le transfert de ces droits-là auprès du régime universel va être extrêmement délicat et difficile à expliquer. Donc il va falloir lire entre les lignes dès que cette loi va être dès que le projet de loi va être sorti. Oui. Vous dites qu'il faut, pour payer 1 000 euros de retraite, il faut 400 000 euros d'investissement. C'est énorme. Oui. Une personne qui a 65 ans veut une retraite supplémentaire de 1 000 euros par mois, 12 000 euros par an, il faut un capital constitutif de rente de 400 000 euros. Donc aujourd'hui, les caisses de retraite n'ont pas ce capital-là. Personne n'a ce capital. Alors, vous avez des gens qui ont constitué des retraites supplémentaires, ce qu'on appelle des retraites additives, ex-retraite chapeau, où effectivement une certaine catégorie de personnes dans les entreprises, notamment les dirigeants, peuvent partir avec effectivement des retraites supplémentaires confortables. Est-ce que, moi j'avais envie de vous poser une question, c'était par rapport aux grands groupes, où on voit que les patrons partent avec des millions d'euros. Mais est-ce que c'est pas quelque part spolier le futur de ces entreprises? Il faut bien trouver cet argent. Il faut bien. C'est vrai, ces présidents sont des gens qui ont une activité professionnelle surchargée. Ce sont des gens qui ont une incertitude dans leurs activités professionnelles. Il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire des bénéfices, il faut distribuer les bénéfices, et puis à un moment donné, il faut savoir partager. Est-ce qu'ils savent partager? Est-ce qu'ils sauront partager demain? Gros point d'interrogation, mais je pense que c'est une tendance qu'il faut voir. Effectivement. Merci beaucoup pour ce focus sur les retraites et puis donc ce qu'il va falloir étudier dès que le projet sera sorti. On vous rappellera, si vous voulez bien, pour qu'on commente ensemble ce futur projet de loi. Merci beaucoup, Philippe Sauvant. Je rappelle que vous êtes un accompagnateur des retraites. Donc, si quelqu'un se pose une question, mais à la limite, il vous appelle ou il vous contacte. Comment on peut vous contacter? J'ai un site internet. Je suis avenue Charles de Gaulle à Neuilly. J'ai une boutique avec un questionnaire magnifique et qui fait que les gens rentrent pour me poser des questions. D'abord, je suis commerçant, je réponds à tout le monde et je pense que tout le monde a besoin d'informations. Je fais beaucoup de gens qui sont dans des précarités parce qu'ils ont besoin d'informations et puis personne ne comprend rien à la retraite. C'est un vrai dédale. C'est un vrai dédale. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen, dernière question, de financer un système autrement que ce vers quoi on réfléchit? C'est de l'argent, il faut investir. Il faut des sous. Il faut, si vous voulez, en tant que chef d'entreprise, vous connaissez vos bases cotisantes. C'est important quand on parle de commerçant. Le commerçant, il regarde ses cotisations URSSAF, les cotisations URSSAF de ses employés, les cotisations retraite, les cotisations maladie, et ce sont des charges qui sont extrêmement importantes. Je pense qu'on pourrait créer des choses. On ne va pas faire de la grande politique, mais quand on parle de la transformation de l'ISF en IFI, je pense qu'il serait judicieux de revenir à l'ISF et de créer un fonds de pension français, comme le font les Qataris et autres pays étrangers, sur lequel on pourrait développer effectivement de la créativité d'entreprise, de l'emploi et de la retraite. Alors, autre question sur laquelle le bruit courait, qu'il voulait supprimer les réversions.
Mais pour les femmes qui élèvent leurs enfants, alors que Chirac, à l'époque, voulait donner un salaire aux femmes au foyer, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un bruit qui court Michel Debré, en 1970, disait qu'il faut faire des enfants sur une grande échelle. Il avait fait l'objet d'un dessin sur Harakiri qui avait été assez étonnant d'ailleurs. Non, c'est vrai que le problème de la réversion est un vrai sujet, un vrai débat. On ne peut pas laisser sur le bord du trottoir les personnes qui ont partagé une vie entière ou une vie... Donc moi je pense qu'il est important de maintenir ces pensions de réversion. À mon avis, c'est essentiel. Eh bien, on étudiera ce projet de loi ensemble, si vous voulez bien revenir dès qu'elle sera sortie. Merci beaucoup, Philippe Sauvant. On va tout de suite faire une petite pause jingle. Et puis, on revient après avec notre start-up du jour. C'est quoi, là? C'est une pause musicale? Eh bien, Caroline Péchery, vous êtes cofondatrice de ScanUp, une appli pour les consommateurs. Donc, je dis bien que c'est une appli qu'on télécharge sur l'Appli Store ou bien l'Apple Store ou bien sur Google Play. Sur Google Play, exactement. Voilà. Les deux, elle est gratuite. Alors, c'est une appli que vous avez développée en 2017. Expliquez-nous comment est venue cette idée, pourquoi, et puisque maintenant vous avez 1 an et demi, 2 ans d'expérience, donc déjà pas mal de consommateurs qui ont souscrit à cette appli. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? L'utilisateur, l'application est sortie à l'été 2017 avec comme objectif d'informer les consommateurs sur leurs produits alimentaires et de leur permettre de co-créer des produits pour pouvoir agir pour une alimentation plus saine et plus responsable. Donc concrètement, comment ça marche? C'est que le consommateur va pouvoir scanner avec l'application ScanUp le code barre de son produit pour récupérer une fiche d'information nutritionnelle où on va présenter différentes clés de lecture de la qualité du produit, notamment son degré de transformation pour que le consommateur puisse évaluer si son produit est ultra transformé ou non. Il va pouvoir également évaluer les valeurs nutritionnelles de son produit grâce au Nutri-Score, la présence d'additifs ou non en fonction du degré de nocivité et les allergènes. Donc ça va lui permettre d'évaluer la qualité de son produit et de faire les bons choix en supermarché. Ça, c'est la première idée qui est donc basée sur la transparence alimentaire pour répondre à un problème de confiance des consommateurs envers les produits qu'ils achètent au quotidien. Est-ce que ça nous donne aussi le taux de sucre, le taux de sel? On connaît tout grâce à ça. Les valeurs nutritionnelles sont indiquées et on donne un indicateur qui s'appelle donc le Nutri-Score qui a été mis en place par Santé publique France et qui permet sur une échelle qui va de A à E d'évaluer la qualité nutritionnelle de son produit pour savoir s'il est riche, notamment en sucre, en matière grasse, en sel, etc. Alors donc, expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Donc on télécharge l'application. Oui, vous téléchargez l'application. Donc si vous êtes sur iPhone, sur l'Apple Store, et si vous êtes sur Android, sur Google Play. Voilà. Ensuite, il faut entrer, j'imagine, une adresse mail. Oui, il y a une inscription, exactement. Ensuite, vous arrivez sur une interface où vous pouvez ouvrir l'appareil photo de votre téléphone pour pouvoir scanner le code barre du produit en magasin ou chez vous d'ailleurs. Et donc, vous pouvez à ce moment-là récupérer cette fiche. Et après, on récupère cette fiche. Est-ce que c'est payant pour nous, l'utilisateur? Non, tout est gratuit pour le consommateur et le restera d'ailleurs. Alors, je disais, après, je vous ferai parler sur votre modèle économique, justement, mais je disais en introduction que c'était un autre moyen de réinventer la relation client. Est-ce que le consommateur peut vous faire des retours et vous, en même temps, les faire aux marques? Alors exactement, c'est tout à fait l'idée. Au-delà de cet aspect de transparence alimentaire, l'idée c'était aussi de donner l'opportunité au consommateur de s'exprimer sur ses produits et de le replacer au centre du développement des produits alimentaires pour qu'il puisse agir sur l'aspect responsable de ses produits notamment. Et donc on a développé un espace de co-création de produits entre les marques et les consommateurs où le consommateur peut voter pour les caractéristiques, notamment éthiques, des produits, sachant que nous, derrière, on se porte garant de la formulation du produit pour que ce ne soit pas un produit ultra transformé qui soit commercialisé, bien entendu. Et donc l'idée là, c'est vraiment de renouer ce dialogue entre les marques et les consommateurs pour qu'on puisse faire évoluer la qualité des produits en supermarché et l'améliorer.
Et donc, vous pensez donc que les marques vont vous écouter? Ah bah oui, c'est exactement l'idée. Et qu'on va voir des nouveaux produits arriver qui seront peut-être plus sains, moins gras, moins salés, l'idée, c'est ça, moins sucrés. C'est de dire aujourd'hui, les marques sont face quand même à un enjeu de crédibilité et de confiance. Les consommateurs n'ont plus vraiment confiance en ce qu'ils achètent. Les produits industriels sont souvent décriés, parfois à raison, parfois à tort, mais en tout cas, la confiance est relativement perdue. Donc l'idée, c'est ça, face à cet enjeu-là, les marques ont besoin de bouger et d'avancer et de renouer avec le consommateur. Donc aujourd'hui, elles sont face à un mur et elles doivent le franchir, et donc elles sont obligées d'écouter les consommateurs. Pour ça, il faut qu'il y ait des espaces de dialogue, des moyens d'agir, et donc c'est tout l'enjeu auquel on essaye de répondre aujourd'hui. Alors quel est votre modèle économique du coup avec ScanUp ? Donc le modèle économique, pour le consommateur, l'application est bien entendu gratuite. Le modèle économique repose sur un business model B2B, où en fait pour soumettre un projet d'innovation sur l'application ScanUp, un projet de co-création de produits avec les consommateurs, la marque va nous rémunérer. D'accord, donc en fait c'est la marque qui vous paye pour mettre un projet de co-création sur l'application. Donc vous allez vous faire financer les idées de nouveaux produits par les marques en fait. Donc vous avez pu développer combien de contrats, j'allais dire, avec combien de marques? Alors aujourd'hui on a réalisé un premier projet de co-création avec Franprix, donc une marque. Donc c'est un distributeur, mais qui a aussi des marques, des produits qui fabriquent. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était une pizza Franprix. Donc on a déposé un questionnaire sur ScanUp. Il y avait 5 questions, et notamment sur l'origine des matières premières. Où donc les consommateurs ont pu voter. Ils ont été plus de 4000 à répondre au questionnaire de co-création. Et la pizza devrait sortir très prochainement en magasin. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent en ce moment? Qu'est-ce que demandent donc justement les consommateurs qui ont répondu à votre étude? C'est quoi la première demande? En l'occurrence, là, c'est sur l'origine des ingrédients, que ce soit des ingrédients qui soient français. Et ensuite, donc les résultats, c'était que c'était une pizza végétarienne, donc sans viande, avec une base tomate, des oignons et des courgettes. Et des courgettes. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour vous développer plus, Caroline Pichery? Alors là, aujourd'hui, on est donc en phase... Donc aujourd'hui, on a une base de 70 000 utilisateurs. On est en phase d'acquisition également de nouveaux consommateurs qui souhaiteraient s'investir pour l'alimentation de demain sur l'appli. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est d'aller justement se faire connaître auprès des marques pour qu'elles viennent innover et créer de nouveaux produits avec notre communauté pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc là, bientôt, il y a le salon de l'agriculture qui va arriver. Vous allez et puis le salon de l'alimentation, vous allez en profiter pour aller rencontrer toutes ces marques et tous ces acteurs. Ben, on vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, on est content que ce soit gratuit pour l'utilisateur. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de la télécharger, mais je vais le faire et je participerai parce que moi, personnellement, je trouve que la plupart du temps, c'est ou beaucoup trop salé ou quelquefois trop gras. Et donc, je trouve que c'est au niveau du goût, je trouve que ça, c'est plutôt désagréable. On va, si vous voulez bien, repasser la parole tout de suite, 2 minutes pour conclure, à Armand Paillet. Donc, si vous voulez bien, Armand Paillet, moi, j'avais une question à vous poser, puisque vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise. C'était la position du département sur le CGD Express. Expliquez-nous. Alors, 30 secondes pour réagir un instant à ce qui a été dit bien sûr. Sur l'éducation au goût. Parce que c'est plus qu'un sujet d'actualité, c'est un sujet structurant pour la société de demain, et c'est ce que nous faisons dans les collèges quand nous accompagnons les collégiens à bien comprendre ce qu'il y a dans leur assiette, comment est-ce qu'il faut s'alimenter pour que ce soit équilibré. Maintenant, je réponds à votre question sur le Charles de Gaulle Express. Le projet aujourd'hui, c'est un projet ambitieux pour l'aménagement du territoire, mais qui soulève plusieurs questions. En 2016, le conseil départemental avait émis un avis favorable au Charles de Gaulle Express, mais avec des réserves. Et des réserves en particulier sur les externalités qui sont attachées à ce projet au regard de la desserte du territoire valdoisien en transport en commun et les effets de bord, comme on dit. Il se trouve que le projet a avancé et qu'aujourd'hui, ces réserves n'ont pas été entendues. C'est la raison pour laquelle nous voyons le projet avec un certain nombre d'inquiétudes. C'est un projet qui est financé en partie par l'État à hauteur de 1,7 milliard d'euros
par un prêt, dont les modalités de remboursement d'ailleurs ne sont pas précisées, qui vont aboutir à un contournement donc, du territoire valdoisien, puisqu'on rejoindra Paris depuis Roissy directement à Gare de l'Est, un billet qui coûte 24 €. Donc c'est évidemment pas les travailleurs qui se rendent au quotidien sur Roissy qui vont utiliser le Charles de Gaulle Express, ce sont bien les touristes, et il n'y a évidemment aucune difficulté à ça, personne ne dirait le contraire. En revanche, ces travaux qui vont être poursuivis, qui vont commencer maintenant, qui doivent en théorie s'achever d'ici 2024, vont nécessairement se faire au détriment d'autres lignes ferroviaires, la ligne B, E, H, K, les investissements qui sont nécessaires sur d'autres territoires. Et je prendrai encore un exemple, le prolongement de la ligne 17 dans le cadre du Grand Paris, du réseau de transport du Grand Paris, eh bien, aujourd'hui souffre déjà de retard, parce que le prolongement jusqu'au Triangle de Gonesse c'est 2027, le prolongement jusqu'à Roissy c'est 2030. Tout ceci nous fait perdre du temps dans l'aménagement du territoire, et l'avènement aujourd'hui du Charles de Gaulle Express ne va pas arranger les choses pour le territoire du Val d'Oise. Et donc nous, ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, avec beaucoup de fermeté, c'est qu'il y ait de l'équilibre et de l'équité dans les projets qui sont proposés. Oui, bien sûr, il faut avoir une vision globale pour que Roissy soit facile d'accès depuis Paris. C'est normal pour le développement économique du pays, mais en même temps, il faut faire en sorte que le territoire du Val d'Oise, et d'autres d'ailleurs, territoires franciliens, ne soient pas pénalisés dans cette démarche. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a toujours pas de vision de la France, en tout cas un gros projet d'investissement sur les moyens de communication. C'est ça qu'on entend aujourd'hui avec ce que vous venez de dire. En tout cas, nous, ce dont on se rend compte, c'est que dans le cadre du Grand Paris, la Grande Couronne est laissée pour compte, une fois encore, et que les réseaux de transport ne sont pas suffisamment adaptés. Merci beaucoup Armand Payet. Je rappelle que notre start-up du jour, c'était ScanUp, pour pouvoir justement contrôler ce qu'on mange et puis participer à des futurs, pourquoi pas, produits. En tout cas, on va vous souhaiter une très belle journée. Notre émission s'achève et je vous retrouve dès lundi. Demain, ce sera Jacqueline Voraz. T'as vu, j'ai fait bon, hein.